ressourcerie de l'écrivain. Ça faisait très longtemps parce que je crois que ma dernière vidéo sur Percy Jackson, ça doit dater du mois d'octobre. Mais du coup, j'ai fini les 2 derniers livres de la série sur Percy Jackson. Donc, les 3 premières vidéos concernaient le voleur de foudre, la mer des monstres et le sort du titan. Et cette vidéo va concerner la bataille du labyrinthe et le dernier Olympien. Sachant qu'il y a un autre livre qui vient de sortir récemment, là, qui s'appelle Le Calice des Dieux, qui est sorti il y a quelques jours, et va paraître en anglais, il me semble, en septembre, attention, accent, The Wrath of the Triple Goddess. Ce qui fait que quand ces livres-là vont sortir en français, je vous en ferai une vidéo, certainement, mais je pense que je vais passer directement au hors-série. Il y a 2 hors-séries en fait qui vont faire suite directement à cette première série. Il y a 2 recueils de nouvelles qui s'appellent Percy Jackson et les dieux grecs et Percy Jackson et les héros grecs, qui seront sans doute dans mes prochaines lectures. Et ensuite, il y a une série qui s'appelle Les Chroniques de Kane qui compte 3 livres. Les Héros de l'Olympe qui compte 5 livres. Magnus Chase et les dieux d'Asgard qui en compte 3. Et les Travaux d'Apollon qui en compte 5. Et un crossover Percy Jackson et les Chroniques de Kane qui compte 3 livres. Donc vous voyez, il y a quand même encore vachement de matière. Et il a commencé, ah oui, The Sun and the Star, Le Soleil et l'Étoile qui concerne Nico Di Angelo. Pour ceux qui n'ont jamais mis le pied dans Percy Jackson, vous êtes certainement complètement perdus dans ce que je viens de vous raconter. Percy Jackson, c'est le fils de Poséidon, donc c'est un demi-dieu qui est également le fils d'une humaine qui s'appelle Sally. On l'a rencontré dans le premier livre alors qu'il avait 12 ans, qu'il découvrait qu'il était un demi-dieu. Et les demi-dieux, en fait, sont très souvent attaqués par des monstres de la mythologie grecque, ce qui fait qu'ils ont tout intérêt à très rapidement, les enfants, aller se réfugier à la colonie des Sans-Mêlés, qui se trouve quelque part en Amérique, où ils sont protégés. Censément, les 3 dieux principaux que sont les 3 frangins, Zeus, Poséidon et Hadès, qui ne peuvent plus trop s'entendre, ces 3 dieux-là ne sont plus censés avoir d'enfants avec des mortels. Mais évidemment, tout le monde en a. Et ce qu'on va découvrir aussi dans les premiers livres. Alors, donc là, j'ai lu La bataille du labyrinthe, comme le labyrinthe avec le labyrinthe de Dédale, peut-être, et le dernier Olympien. Disons que le truc que j'ai vachement aimé, c'est que ça monte en tension, en danger. Donc Percy Jackson, c'est une série qui a été adaptée à la fois en un seul film, il me semble, ou 2 adaptations cinématographiques qui sont pas terribles honnêtement. Mais il y a également une adaptation série télé qui a commencé à être diffusée au mois de décembre sur Disney+, qui est vraiment pas mal. Et en fait, tout ce que j'ai lu là, je me le suis imaginé adapté à la télé. Je me suis dit, mais ça va être un truc de fou. Ça va être un truc de malade. Ça va être trop classe. Alors, la bataille du labyrinthe. Oui, ça se passe au niveau du labyrinthe de Dédale. Ce qu'on a appris dans les livres précédents, c'est que l'Olympe et les dieux grecs, les enfers, etc., tout s'est déplacé en Amérique avec la culture, ce qui est une croyance antique que la culture grecque, en fait, bougeait vers l'ouest, si je ne me trompe pas. Donc, tout est en Amérique. Il y a l'Olympe qui est au sommet de l'Empire State Building, par exemple. Et dans cet univers, en fait, tout ce qui est dieu grec, monstres, etc., ils sont cachés aux yeux des mortels par ce qu'on appelle la brume. Ce qui fait qu'il peut y avoir, notamment là, il y a une bataille contre le boss final dans le dernier Olympien, une bataille qui dure franchement la moitié du livre. Hein. C'est vrai que ce ne sont pas des grands livres, on reste quand même sur des livres jeunesse, mais
Mais je trouve que c'est vraiment intelligent cette histoire de brume, parce que là en gros New York va se faire défoncer. Il y avait également un titan immense qui a ravagé en fait tout le sud des États-Unis pour rejoindre ensuite New York. Et l'explication en fait des mortels, c'est que c'était des grandes tempêtes tropicales, etc. Bref, mais qu'est-ce que j'ai aimé ces deux lectures! Mais le truc que je trouve vraiment génial dans l'écriture de Rick Riordan, c'est qu'il va vraiment réussir à la fois à nous émouvoir parce qu'on est quand même là dans une guerre, donc il y a des morts. Il y a des morts même de personnages, je dirais pas principaux non plus, mais de personnages secondaires auxquels on s'est attaché. Il y a des morts qui sont très émouvantes. Et enfin, ça rigole pas, quoi. C'est vraiment la guerre entre, du coup, les titans. C'est une nouvelle titanomachie où depuis, il me semble, peut-être le 3 ou encore avant, parce que ma lecture, elle remonte à quasiment 6 mois, c'est Chronos qui revient, en fait. Chronos qui revient sous une forme... il est très affaibli. Il n'a pas d'existence, on va dire, matérielle, on ne peut pas le toucher, mais son esprit demeure, son esprit est revanchard et il veut abattre les Olympiens qui sont ses enfants pour reprendre en gros la main et diriger le monde, entre guillemets. Et Chronos, il va se servir en fait de sa grande capacité, c'est le fait de pouvoir manipuler. Alors, je ne sais pas si Rick Riordan, il a pris il a peut-être pris un petit peu de liberté par rapport à la mythologie, parce qu'il me semble qu'il a un peu fusionné le titan Chronos et donc Chronos, C-R-O-N-O-S, le père des dieux olympiens, de quelques-uns du moins, et le dieu Chronos, C-H-R-O-N-O-S, qui est le dieu du temps. Je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça, parce que ce Chronos là, donc le titan qui est un peu le boss, c'est le boss de fin entre guillemets, il a le pouvoir de manipuler le temps, ce qui fait que lui par exemple il peut récupérer lors d'un combat alors que ses ennemis sont ralentis, voire figés. Et ça me rappelle pas mal le Chronos qu'on peut voir aussi dans l'Or Olympus, où c'est vraiment quelqu'un qui rentre dans la tête, des dieux mineurs, qui va appuyer un peu sur toutes les fragilités, tous les doutes, pour bien tortiller tout ça et pouvoir se les mettre dans sa poche et surtout se les mettre sous ses ordres. Et je trouve que on retrouve vraiment ce Chronos hyper manipulateur qui est vraiment top. Je vais vous lire quand même le résumé des 2 derniers livres que j'ai lus, à savoir La bataille du labyrinthe. Pour la bataille du labyrinthe, la vie de Percy est menacée. L'armée de Chronos s'apprête à attaquer la colonie des Sans-Mêlés en empruntant le labyrinthe de Dédale. Percy et ses amis doivent trouver Dédale avant Chronos et tout faire pour lui barrer la route. Mais circuler dans l'enfer souterrain n'est pas aisé, surtout quand le chemin est parsemé d'effroyables pièges. Pour ceux qui ont déjà lu Neverwhere de Neil Gaiman, je trouve que la manière dont Rick Riordan va exploiter, imaginer ce labyrinthe-là, c'est un labyrinthe qui est vraiment intimement lié à l'existence, à la vie de son créateur, Dédale. C'est même une création qui a échappé à son créateur et qui continue à vivre, à se développer quasiment en autonomie. C'est un blob, le labyrinthe. Et comme tout ce qui était autour de la mythologie grecque, ça poursuit le voyage vers l'ouest, ce qui fait que le labyrinthe est immense et est sous la terre en Amérique. Mais avec des ramifications un petit peu de partout, des entrées un peu de partout, etc. Et je trouve que ça donnait vraiment des vibes de Neverwhere. Je vous fais un petit rappel vite fait de ce que c'est Neverwhere. Neverwhere de Neil Gaiman, c'est un roman qui a dû être publié dans les années 90, où, si vous voulez, on a le Londres d'en haut, qui est le Londres tel qu'on le connaît, et il y a également le Londres d'en bas.
Dans le Londres d'en bas, c'est comme si vous voulez, si c'était, il y a des vestiges en fait, des vestiges romains, il y a des stations de métro qui sont abandonnées, des caves, des trucs comme ça, qui sont toutes réunies par différents. Ça fait un espèce de petit labyrinthe aussi. Et cet univers-là, le Londres d'en bas, ne répond qu'à ses propres lois. Les habitants du Londres d'en bas, ils peuvent aller dans le Londres d'en haut. Et s'ils adressent par exemple la parole à quelqu'un du Londres d'en haut, la personne va remarquer la personne qui lui parle, mais cette conversation, le visage de la personne qui lui parle du Londres d'en bas, va immédiatement partir de sa mémoire. Or, un jour, Richard Mayhew, qui est un brave type, brave couillon, qui est pas loin de se marier avec une nana qui le mène à la baguette et qui a un boulot chiant, il va prendre une vraie décision et aller à l'encontre de sa fiancée en filant un coup de main à une jeune femme qui est blessée et qui a l'air d'une SDF. Ce qui justifie, entre guillemets, le fait que la fiancée ne veut rien avoir à faire avec elle. Et en fait, en prenant cette décision-là, Richard Mayhew va littéralement perdre sa vie. Pas dans le sens où il va mourir, mais dans le sens où il va cesser d'exister là-haut parce que son existence est complètement gommée, que plus personne ne sait qu'il existe, qu'il est là. Il n'a plus aucune existence légale, il n'est plus nulle part. Il n'a plus de boulot, il y a des gens qui viennent visiter son appartement alors qu'il est sous la douche, personne ne remarque, comme s'il était devenu invisible. Ce qui fait que, une fois que toute cette vie-là, tout ce qui constituait sa vie de tous les jours lui est enlevé, Richard, qu'est-ce qu'il peut faire à part essayer de retrouver la jeune fille qu'il a aidée et lui demander des explications, sauf que c'est un gars qui est quand même pas bien courageux et qui va arriver dans un monde qui est quand même profondément hostile et dont il ne comprend à rien aux règles, parce que les règles sont juste incompréhensibles. Parce que les règles de cet univers, d'une poche, entre guillemets, d'un espace à un autre, elles diffèrent. Ce qui fait que la mort est relativement fréquente et enfin, c'est profondément dangereux. Et ce labyrinthe, ce fameux labyrinthe de Dédale, je trouve qu'il a un peu des composantes de Neverwhere, dans le sens où il a ses propres lois, il grandit. Par exemple, Percy et ses amis, quand ils vont dans le labyrinthe, ils peuvent tomber sur des squelettes. Le squelette d'un laitier, le squelette d'un scout, ou des squelettes bien plus anciens. Ce qui fait qu'il y a bien des gens, des mortels de là-haut qui parfois rentrent là-dedans, mais se font buter par le labyrinthe ou par un piège ou par un monstre qui y habite et ils sont complètement oubliés. Et j'ai trouvé que c'était... ça me rappelait beaucoup Neverwhere et on est quasiment sur de l'horreur quand même. J'ai senti un peu le côté oppressant. Moi j'aime pas les endroits clos. Donc j'ai senti quand même le côté oppressant, etc. Et c'était vraiment pas mal. Et la suite du coup, c'est le dernier Olympien. Donc là, évidemment, dans la bataille du labyrinthe, on a encore la menace de Chronos parce que c'est toujours Chronos qui est derrière tout ça, etc. Pour le dernier Olympien, toute l'année, Percy et son armée de demi-dieux se sont préparés à affronter les titans. L'heure est venue. Les troupes de Chronos avancent vers Manhattan où l'Olympe est en danger. Tandis que Percy et ses amis luttent, ils savent que le temps est compté. La prophétie va s'accomplir. Percy prendra une décision qui condamnera ou sauvera le monde. Mais cette décision, quelle est-elle? Moi qui viens de le lire, j'étais toute émue. Le truc que j'aime beaucoup, et ça c'est quelque chose qui s'est retrouvé, il me semble, dans chacun des 5 livres de cette première série sur Percy Jackson, c'est qu'il me semble bien à chaque fois, à chaque livre, Percy
ou quelqu'un d'autre, ça peut être Annabeth, ça pouvait être Clarisse aussi, a une quête. Et s'il y a quête, il y a, pour obtenir une quête, le demi-dieu doit aller rendre visite à l'oracle, qui est une vieille mamie, une vieille momie, pardon, habillée un petit peu à la hippie, et qui est stockée dans elle est stockée dans un grenier. Et quand on va lui demander une quête, elle s'éveille, parce que c'est l'oracle de Delphes qui s'éveille. Elle énonce cette prophétie, donc vous avez bien intérêt à prendre des notes. Et le truc qui est bien, c'est que, comme toutes les prophéties, ça peut avoir des tas d'interprétations différentes. Et à chaque fois, je me suis plantée, mais comme eux aussi, comme les héros se sont plantés également, comme Percy et ses amis ont pu se planter. Et j'ai trouvé... c'est tellement touchant, je trouve. Parce qu'on se retrouve chez les dieux grecs qui sont quand même tous une même famille. Ils sont frères, ils sont parents, ils sont cousins, etc. Et personne ne peut se blairer là-dedans. Mais je trouve que c'est vraiment chouette la manière dont toutes ces relations qui sont super complexes et qui dépassent complètement du coup les demi-dieux, les héros, donc les demi-dieux qui sont les enfants de ces dieux-là, les enfants de dieux majeurs ou de dieux mineurs, et tous les conflits en fait qui ne les regardent pas les impactent au final, les impactent complètement, et ça les dépasse du coup complètement. Percy du coup, il va prendre plusieurs décisions qui sont courageuses, parce qu'il est plein de courage. Et je crois qu'il y a le côté aussi très hyperactif, parce que Percy, comme tous les autres demi-dieux, il est hyperactif, il a des troubles de l'attention, il est dyslexique, il rencontre beaucoup de difficultés à lire, chose qu'Annabeth, elle a beaucoup plus de facilité à faire, mais c'est sans doute de l'entraînement. Mais Percy va prendre vraiment des décisions qui sont difficiles dans ce dernier opus. Et j'ai oublié de vous dire, est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait aussi la quête de Grover? Grover, comme tous les satyres, il est à la recherche de Pan, le dieu Pan, qui a disparu depuis 2000 ans. Et peut-être qu'il va le trouver. Toute cette partie-là, une fois que ça a été réglé, mais ça m'a tellement émue. Mais tellement. Parce que Rick Riordan, il arrive à parler en fait d'écologie, tout simplement. À parler d'écologie, à parler de ce qui peut nous inquiéter de nos jours avec la déforestation, avec la pollution, avec la couche d'ozone, etc. Tout ce qu'on peut entendre sur l'écologie. Et le discours de Pan là-dessus, il est tellement bienveillant. Un peu comme si Pan portait tout ça, toute l'écologie, tout l'écosystème et tout ça, et que c'est trop. Et qu'en fait, ce poids-là, il ne devrait pas être que sur ses épaules, mais sur celles de tout le monde. Et pas que les esprits de la nature, et pas que les satyres. Et j'ai trouvé ça mais tellement beau. Mais il brasse tellement de thématiques qui sont super importantes. L'amitié, il y a toutes les questions d'amitié, il y a les questions de trahison, il y a les amours naissants aussi, parce que ce sont des adolescents. Percy, il a 16 ans dans le dernier bouquin. C'est des ados. Et je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, donc si vous avez lu les 3 premiers livres, ou si vous avez vu mes 3 premières vidéos, mais ça remonte. Percy avait rencontré, dans le tome 2 ou le 3, je ne sais plus exactement, une jeune mortelle qu'il a vue, qu'il a vu lui, avec pas son stylo bic, mais son épée à la main. Il y avait une bestiole qui l'attaquait, je ne sais plus si c'était pas une furie ou un truc comme ça. Et elle a vu tout ça. Elle devrait pas, c'est une mortelle. Donc elle peut voir à travers la brume. Ce personnage va revenir.
va devenir ami avec Percy. Mais je trouve que ça donne tellement envie, quoi. C'est de la bonne réécriture de mythes, comme j'aime bien les lire. J'en lis pas tant que ça. Et je trouve que ça respecte le mythe. Je suis pas une spécialiste encore, hein, mais ça respecte la mythologie tout en le remettant dans une période contemporaine avec des problématiques contemporaines. Et c'est... Ah mais... Et au niveau de l'écriture, écrire Dan, autant des fois il va vous faire rigoler parce qu'il va balancer une grosse connerie, ou alors il y a des scènes aussi qui m'ont fait monter les larmes aux yeux, moi clairement, hein. Et c'est tellement doudou, je trouve. Mais autant pour... Enfin, c'est vraiment des livres que je conseille pour des adolescents. Je crois qu'il les conseille à partir de 12 ans. Je pense que c'est bon, hein, 12 ans, oui, ça va. Il y a rien de graphique. Il y a des morts, mais il n'y a rien de graphique, hein. Ou s'il y a une description de mort ou de plaie, ça va être juste une ligne et c'est pas une description hyper chirurgicale, enfin, qui dégouline. Donc, vous voyez, là-dessus, ça va. Mais même avec mon regard d'adulte, moi, honnêtement, franchement, j'ai kiffé. Peut-être le petit reproche que je peux faire, c'est que le style, je trouve que c'est pas son point fort, mais tout le reste, ça rattrape tellement. Et surtout, ça s'est vachement amélioré par rapport à ma lecture du tout premier livre. Mais je crois qu'il écrit un peu à l'américaine, hein. C'est des phrases qui peuvent être assez courtes, il va assez droit au but. Mais il y a de si beaux passages. Bon, j'ai pas du tout été bonne élève parce que je n'ai pas pris de notes, donc je vais m'empresser d'aller choper des citations. Je vais vous lire quelques citations de La bataille du labyrinthe, donc le 4e tome. Alors, Annabeth a fait une chose qui m'a stupéfiée. Elle a chassé ses larmes d'un battement de paupières et m'a tendu les bras. Je me suis avancée et je l'ai serré dans les miens. Ça m'a fait shabadabada au creux du ventre. « Hé, t'inquiète, ça va aller », ai-je murmuré en lui tapotant le dos. J'avais conscience de chaque détail de la pièce. J'étais sûre que j'aurais pu lire les plus petits caractères de n'importe quel livre de la bibliothèque. Les cheveux d'Annabeth sentaient le citron. Elle tremblait. « Mais vous avez tellement de punchlines aussi, Quintus » a fait Gérion d'un ton pensif. « Des cheveux gris en brosse, musclés, épéistes ?»« Ouais, jamais entendu parler de lui. »« Tu as envoyé une brosse en plastique bleu dans l'œil du seigneur des titans. » « C'est tout ce que j'avais sous la main, a répondu Rachel, l'air gêné. Annabeth a glissé sa main dans la mienne. En d'autres circonstances, j'aurais été gênée. Mais là, dans le noir, j'étais content de savoir où elle était. C'était quasiment mon unique certitude. Ah oui, j'avais oublié. Percy en fait va être envoyé auprès d'un dieu ou d'une déesse qui est exilée. Je vous dis pas qui c'est. Ça fait un petit moment un peu hors du temps. Ça me fait penser à Madeline Miller, à Circé. C'est pas Circé. Il y a une petite... Tu m'as demandé quelle était ma malédiction, Percy. Je ne voulais pas te le dire. La vérité, c'est que les dieux m'envoient de la compagnie de temps en temps, tous les 1000 ans environ. Ils laissent un héros s'échouer sur mon rivage, quelqu'un qui a besoin de mon aide. Je m'en occupe et je me lie d'amitié avec lui, mais ce n'est jamais au hasard. Les parcs veillent à ce que le genre de héros qu'elle m'envoie... Sa voix tremblait, et elle a été obligée de s'interrompre. J'ai serré sa main plus fort. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait qui te rend aussi triste ?»« Elle m'envoie toujours quelqu'un qui ne peut pas rester. » a murmuré Calypso. « Quelqu'un qui ne peut pas accepter ma compagnie au-delà d'une courte période. Elle m'envoie un héros dont je ne peux pas. Le genre de héros dont je ne peux pas m'empêcher de tomber amoureuse. » Par petites touches, il recrée en fait... il réécrit des super moments de... Enfin, il réinterprète des mythes. En fait, il brasse tous les mythes et puis il les utilise. Mais je kiffe, hein. Je vais vous lire quelques citations du dernier Olympien, donc le dernier tome de la série. J'ai écarquillé les yeux. Monsieur D, Dionysos, il a soupiré sans quitter le jeu des yeux. Franchement, Peter Johnson, combien de temps il va te falloir encore pour me reconnaître du premier coup?
À peu près autant que vous pour mémoriser mon nom, ai-je grommelé. Où est-ce qu'on est? Ben, à l'anniversaire de Bobby Earl. En attendant, une part de ma conscience est ici, dans un bar, à jouer à Pac-Man. Le temps de la fête, a dit Dionysos. Et pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Dionysos a reniflé. Je ne voulais pas de toi en particulier. N'importe lequel d'entre vous, stupide héros, aurait fait l'affaire. Cette Annabès. L'important, c'est que je t'ai attiré dans le temps de la fête pour vous adresser un avertissement. Nous sommes en danger. C'est dingue, j'aurais jamais deviné, merci. Que je vous explique, il y a les dragons, et puis il y a les dracons. Je sais pas comment on dit ça avec un haut accent. Les dracons remontent à quelques millénaires de plus que les dragons, et ils sont beaucoup plus grands. La plupart n'ont pas d'ailes, la plupart ne crachent pas de flammes, sauf quelques-uns. Ils sont tous venimeux, ils sont tous d'une force incommensurable et protégés par des écailles plus dures que le titane. Leur regard peut vous paralyser, pas sur le mode « je vais te pétrifier, chère Méduse », plutôt sur le mode « oh par les dieux, ce gros serpent va me bouffer, ne bougeons plus », ce qui n'est pas mieux. L'un d'eux, les tritons, est passé à côté de nous en nageant très vite. Il avait les yeux vert fluo et des dents de requin. On ne nous montre pas ce genre de choses dans La Petite Sirène. Bon, je m'arrête ici. Je vous conseille donc très fort de lire Percy Jackson. Ça se lit vite, ça se lit bien. Le premier tome, je pense que je l'ai trouvé un petit peu plus en dessous que les suivants, ou peut-être que j'ai eu plus de mal à rentrer dedans. Mais en fait, une fois lancé, j'ai eu vachement mal à décrocher. Et si je n'ai pas lu depuis le mois d'octobre, où j'ai lu le troisième, si j'ai attendu tant que ça temps, c'est surtout que j'ai oublié. Parce que je me dis, tiens, ça fait un moment quand même. Puis, ah bah oui, quand même. Donc, voilà. Par contre, j'ai changé d'avis pour les prochaines vidéos qui vont concerner, on va dire, l'univers Percy Jackson de manière générale. Je ne ferai pas une vidéo par livre parce que ça va pas être terrible. Je ferai une vidéo par série. Donc, je ne sais pas encore si les prochains livres que je vais lire sont les 2 recueils de nouvelles. Et puis, parce qu'en fait, il y avait normalement 5 livres sur Percy Jackson. Ensuite, une autre série. Sauf qu'il y a Le Calice des Dieux, qui est le 6e livre de la série de Percy Jackson qui vient de sortir, et un autre qui va sortir dans pas longtemps. Bon, je pense que bref, je les ferai maintenant par série, et s'il y a des recueils qui sont un peu hors série, un peu crossover, je ferai des groupières. Ce qui fait que on se retrouvera d'ici quelques mois quand j'aurai lu les suivants, parce que je vais essayer d'alterner un petit peu le contenu. Mais c'est vraiment une... Franchement, si vous voulez prendre des leçons de réécriture de mythes dans un univers moderne, donc des leçons d'urban fantasy et de world building, de caractérisation de personnages, d'aventure, d'humour, si vous voulez lire plein d'émotions, ressentir plein de choses, allez-y, les yeux fermés, mais ouvrez-les quand même pour lire. Je m'arrête ici, j'espère que je vous ai donné envie de les lire. N'hésitez pas à me le dire si oui ou non. Si vous avez des suggestions de lecture en termes de réécriture de mythes, n'hésitez pas à me les communiquer, parce que je les lirai vraiment avec grand plaisir, que ce soit pour enfants ou peut-être plus pour adultes maintenant. Et à tout bientôt, rêvez tout grand. Et puis, mangez des gâteaux bleus, ça porte bonheur. Salut!